OK, parce que des fois, si vous voulez citer une partie ou quelque chose. Francine Ruel, comédienne, animatrice, auteure de théâtre, romancière et autres choses. Comédienne, je l'ai dit, oui, enfin. C'est des enseignantes? Oui. OK. Et sûrement plein d'autres choses. Ma mère est un flamant rose. Ensuite, Nathalie Roy. Nathalie Roy, journaliste, réalisatrice, scénariste, auteure de La vie sucrée de Juliette Gagne. Et Fanny Britt, invitée d'honneur, présidente d'honneur, groupie d'honneur, oui, j'ai entendu, c'est ça, traductrice de théâtre, auteure de théâtre, fondatrice de théâtre, auteure jeunesse, et elle fait aussi des gâteaux. Et Daniel Lessard, que tout le monde voit à la télé, surtout dans les jours d'élection. Moi, je me souviens particulièrement des soirées d'élection avec vous. Votre livre m'a surpris grandement. Donc, j'imagine que je ne suis pas la seule. Journaliste en politique, auteur de romans, le titre « Le destin de ma vie », en fait, est une série sur ma vie. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Et ma première question, c'est la suivante. Les gens qui vous connaissent, parce que vous avez tous fait des métiers que j'ai nommés, c'est sûr que Fanny est auteure, Francine aussi, vous êtes... mais est-ce que les gens ont été surpris dans votre entourage de vous voir écrire des livres, et surtout le dernier, en ce qui Francine, c'est l'histoire de la mère, donc est-ce que les gens, une histoire de jeunesse, est-ce que les gens, M. Lessard, votre vie de journaliste et une histoire comme celle-là, est-ce que les gens ont été surpris? Oui, parce qu'ils s'attendaient, il y avait eu une espèce de rumeur comme il y en a dans ce milieu-là sans arrêt, que j'allais écrire un livre sur les 8 premiers ministres canadiens que j'avais couvert. Et c'est, dans ma vie, la dernière chose que je faisais. Ça ne m'intéressait absolument pas. J'ai dit à l'éditeur, j'ai rien que je peux ajouter sur Trudeau, sur mon livre qui n'a pas déjà été dit. Des tonnes d'anecdotes personnelles, ça n'intéresse que moi, et quelque part, je n'ai pas envie de raconter ça. Je n'ai pas gardé mes notes, et oubliez ça, je ne ferai pas ça. Et je m'étais toujours dit, parce que des collègues journalistes de la presse écrite, de bons amis, Michel Massel, entre autres, feu Michel Massel du Devoir, me taquinait souvent en disant aussi, vous à la télé, vous ne savez pas écrire, ça n'a pas d'importance. Que ce soit accent grave ou accent circonflexe, vous vous en foutez, vous faites les mots à la télé, vous parlez, vous ne savez pas écrire, et blablabla. Je me suis dit un jour, Massel va te montrer. Et là, c'est des morts avant que mon premier roman sorte, que je peux aussi écrire. Je n'ai pas la prétention d'être un grand écrivain, je me sens encore comme un imposteur dans ce milieu-là. Mais je vais faire quelque chose de complètement différent. Et j'avais accès à une documentation extraordinaire, celle de mon grand-père qui était maire du village d'où je viens pendant 35 ans. Il était tout, organisateur du Duplessis, juge de paix, tout sauf curé, qu'il détestait souverainement. Et je me suis dit, à partir des nombreuses notes qu'il a laissées, il y a plein de matériel intéressant là-dedans, je vais essayer d'écrire un peu. Et c'est commencé comme ça. Et tous les gens qui m'ont dit la première fois m'ont dit, c'est vraiment pas toi. Pourquoi c'est pas moi? Il n'y a pas un seul moi, il peut y avoir 2, 3 mois, on peut faire plus d'une chose à la fois dans la vie, alors c'est ce qui manque. Mais ça dérange beaucoup les gens, ça, je trouve. Moi j'ai commencé à écrire en même temps que j'ai commencé à jouer. Oui. Accident de parcours, j'ai rencontré des réalisateurs à Radio-Canada et on m'a dit, est-ce que vous écrivez? J'ai fait oui. En même temps, c'était comme la panique parce que j'avais commencé à écrire du bout des doigts un petit peu. Et c'est comme ça, et à chaque fois que j'écrivais, c'était en attendant de jouer. Je sortais du conservatoire et tout, j'avais eu une bourse en Europe, puis bon, j'avais commencé à écrire un peu là-bas, mais tout le monde me disait, quand est-ce que vous allez choisir? Je disais, voyons, on ne peut pas élever des moutons puis jouer du violon, on ne peut pas faire nos affaires dans la vie, c'est comme si, enlignez-nous, on a besoin de savoir où vous êtes. Et moi, j'ai fait exprès en disant, OK, ça les dérange, ça va déranger pour quelque chose. Alors, j'ai essayé à coller tout ce qu'il y avait en type d'écriture, théâtre, chanson, j'écris des nouvelles, j'écris jeunesse, j'écris adulte, théâtre, etc. Donc, c'était pour moi comme une façon de dire, non, on peut aller voir. On a aussi le syndrome de l'imposteur. On reviendra là-dessus. Puis, à un moment donné, mais c'est mon autre question. C'est deux univers qui se complètent tout à fait pour moi. Je ne sais pas pour les autres qui sont aussi comédiens, qu'est-ce que ça donne, mais
moi, l'actrice nourrit l'auteur à cause des dialogues, à cause de la façon dont les histoires sont formées, l'histoire des autres, et vice-versa, l'auteur nourrit la comédienne. Et pour moi, j'ai jamais pensé que ça n'allait pas de pair. Pour moi, ça fonctionne ensemble. C'est très, très, très important, ça. Je ne laisserai jamais ça. Puis pour les proches, ceux qui vous connaissent bien, de vous voir partir dans l'écriture, parce que peut-être dans le... surtout avec le dernier, Ma mère est un flamant rose. Qui est un récit. On voit que quand vous étiez jeune, vous étiez assez comédienne, comique, le bout d'entrée de la famille. Du clan. Du clan, voilà. Mais il y avait aussi ce désir-là. C'est drôle, ma mère est un flamant rose qui est arrivé presque 40 ans plus tard. C'est le premier livre que je voulais écrire. Je voulais venger ma mère, qu'on connaisse son histoire. J'ai lu Le Comte de Monte Cristo vers 10-12 ans et pour moi, ça a été une grande révélation de réaliser que dans un roman, il peut y avoir un personnage qui a tout au départ, qui perd tout et qui peut retrouver à peu près tout. Et je me disais, c'est comme être Dieu, être un auteur, on peut faire ça. Mais dans ma tête d'enfant, pour moi, être un auteur, j'avais fait un scénario très précis, il fallait être un homme, il fallait vivre à Paris, et surtout, il fallait avoir une femme qui faisait ton marché, qui faisait couler ton bain, qui faisait du café pendant que tu écrivais. Moi, je viens de Québec, je suis une fille, je m'étais dit, il n'y a pas le cas, je vais faire ça pour moi dans ma vie, fait que j'avais comme mis le métier d'auteur. Mais je sais faire couler mon bain, je fais mon café, mon émission. Pour être auteur, il fallait être mort depuis longtemps. Dans le fond, ça fait. Alors, Marcia. Moi, je n'ai jamais voulu écrire. Ça, c'est bien. J'ai une sœur qui est là présentement dans la salle, Brigitte Pilote, qui est une écrivaine et qui l'était à l'âge de 8 ans, qui écrivait des romans. Et pour moi, la personne dans la famille qui allait écrire, c'était Brigitte. Et moi, je n'ai jamais voulu écrire, je n'ai jamais eu ce désir-là, mais j'ai toujours eu le désir de parler. Ça, c'était moi dans la famille là, qui revenait ce titre, de parler, de communiquer. Alors pour moi, écrire, c'est un prolongement de mon désir de communiquer, de rejoindre des gens. Puis mon métier, c'est ça, moi, c'est de rejoindre des gens avec les mots. Que ce soit les mots écrits, les mots parlés, les mots monologués. Et je trouve que le livre est une extraordinaire façon de rejoindre les lectrices. Je dis les lectrices parce que moi, j'écris pour les femmes. Ah oui. J'écris même au féminin. Par exemple, si je dis quand nous sommes fatigués, c'est E accent aigu ES. Et je donne des conférences pour les femmes. Donc, pour moi, le livre, c'est un outil de plus, un médium de plus pour rejoindre les gens que j'ai envie de rejoindre avec les mots que j'ai envie de leur livrer, telle une offre. Mais même quand j'écris, je parle de mes textes dans mon salon tout seul. Là. Je fais comme si j'étais en tête à tête avec la lectrice et que je lui racontais quelque chose. Donc, la formule n'est pas très travaillée. C'est plutôt une formule qui est dite et qui est livrée en mots tel un monologue. Comme une vraie personne de la télévision. Oui. Et Fanny, est-ce que... Ben, moi, je suis la personne la moins polyvalente sur la scène ce soir parce que pour moi, les différentes facettes auxquelles je touche, c'est toutes des facettes de l'auteur de fiction. Alors, je me sens très imposteur dans la discussion de on se sent imposteur quand on est Oui, mais auteur. toi, tu as tendance à imposteur pas mal tout le temps parce que tu es comme présidente d'honneur. Oui, non, je me sens imposteur. oui, Oui. ça va mal. Ça va bien. Non, mais je dirais que oui, c'est ça. Je dirais que c'est probablement que les métiers qui sont peut-être un petit peu plus différents l'un de l'autre, c'est le métier de traductrice, le métier d'auteur. Mais encore là, je me sens très proche j'ai l'impression que ça demande presque, ça appelle presque les mêmes efforts, le même type d'engagement. C'est juste une autre façon de communiquer. Moi, je suis plutôt... j'aurais tendance à... Je m'inquiète du fait que j'ai touché au théâtre, à la littérature jeunesse. J'ai fait un essai cette année. Mon grand-père disait Jack of all trades, Master of nothing. Puis j'ai toujours peur de ça. J'ai toujours peur de ne pas suffisamment approfondir le sillon que je voudrais creuser, puis me retrouver avec
des œuvres novices partout, comme une éternelle novice dans tout. Donc des fois, ça me fait peur de m'éparpiller, de ne pas aller aussi loin que je voudrais dans un médium. Mais ça tombe mal parce que mon prochain projet, c'est d'écrire un roman. Alors je continue la dispersion. Moi, je trouve que tu devrais continuer. Je vais continuer jusqu'à maintenant. C'est mon lot pour le moment. C'est extraordinaire. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci. Non, mais alors, Nathalie, est-ce que. Pour répondre à votre Oui. question sur la surprise, Oui. une énorme surprise de la part de mes proches, parce que j'étais journaliste au fait divers, donc je couvrais des meurtres, je faisais des enquêtes à la JE, et là je vogue dans un univers tout à fait rose de chick-lit, de bonheur, de cupcake. Alors on s'est dit, mais my God, c'est une facette de toi qu'on ne connaissait pas tant que ça. Et d'autant plus que j'avais jamais songé à écrire des romans. Et Daniel disait tout à l'heure, en télé, on dit, vous ne savez pas écrire, mais en fait, le métier de journaliste à la télé m'a beaucoup aidé à écrire mes romans, parce que dans la chick-lit, on écrit dans un style très direct, très précis, très punch, et en télé aussi. Alors j'aime toujours dire que j'écris un peu mes romans comme j'écrivais mes scénarios télé. Alors oui, il y a eu ce désir d'écrire-là qui est venu par un personnage. Moi, c'est vraiment l'idée d'une Charlotte Laveilleux, d'une fille qui aimait la bouffe, parce que j'adore la bouffe, la gastronomie, et je me suis dit, ce serait le fun de voir une fille évoluer dans cet univers-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un roman, par l'appel de la bouffe, l'attrait de la gastronomie, et finalement, ça a donné 4 romans. Ça va de Et je m'amuse beaucoup, parce que j'arrivais aussi à la quarantaine, donc j'avais touché à beaucoup de choses en journalisme, j'avais fait le tour, et j'ai l'impression que, vous savez, on dit souvent dans la vie, on est bien casté. Mais là, pour la première fois de ma vie, je suis vraiment, vraiment bien castée. Je suis tout à fait dans mon élément, et ça se découvre simplement en écrivant. On commence à écrire, puis donc, c'est pas que c'est facile, parce que c'est du travail, mais il y a quelque chose qui coule là-dedans. Il y a quelque chose qui fait que je ne me bats pas tout le temps, comme je me battais souvent, pour être en onde, pour être toujours parfaitement à l'écran. C'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes, il faut dire. Mais en fait, alors... On est plus intelligents. Mais les cheveux, déjà, là, c'est moins compliqué. Alors, c'est un peu mon parcours. Mais vous avez mentionné tantôt à plusieurs le syndrome de l'imposteur. Le sentez-vous, le syndrome de l'imposteur? Non, ça va. Chacun votre Moi, quand je suis arrivé avec le premier roman, c'est certain que je venais d'annoncer ma retraite. J'ai été en monde pendant 35 ans. Et il y avait, comme dit mon frère qui est prof de littérature, et comme on dit d'autres auteurs moins gentiment, c'est sûr que bon, ça a bien marché parce que c'était connu. Je ne lis pas que si j'avais été quelqu'un qui sortait de nulle part et qui publiait un roman, il n'y aurait peut-être pas eu le même intérêt. Je suis très conscient de ça. Et comme mon éditeur Charles Tisser, avec qui est biaisé parce qu'on est amis depuis 20 ans, me dit aussi si ton roman était pourri, probablement que ça n'aurait pas fait long feu, etc. Mais j'ai encore ce sentiment que je suis arrivé dans un milieu où, un peu comme en télé, tu sais comment c'est, les égos sont toujours à fleur de peau, les gens sont jaloux, il faut toujours que tu regardes derrière toi, toujours un qui veut prendre ta job, puis tu vis avec ça, tu t'habitues avec ça, et quand je suis sorti de ce milieu-là, je me suis dit, bon, je deviens tout à coup romancier, un peu par accident, et là, c'est un milieu très différent, je me rends compte que il y a aussi un peu, appelons ça une saine compétitivité, mais des fois, c'est poli. Je trouve que c'est très poli de le dire comme ça. Parce que c'est sûr que c'est une arme à deux tranchants, je pense, d'être connu ou de ne pas être connu. D'un côté ou de l'autre, c'est pas simple. Alors, on a l'impression que les portes nous sont ouvertes facilement du fait qu'on est connu, mais si le travail reste là, pareil, le travail est là quand même. Moi, la seule chose que ça me fait, on parlait du syndrome de l'imposteur, au début, je l'ai eu parce que chaque fois que je donnais un texte, je le donnais en disant, OK, je ne sais pas si vous avez aimé ça, vous n'avez pas ça, regardez, vous savez quoi faire avec, on sait comment ça marche. Puis à chaque fois, il y en avait un autre, puis un autre. Donc, l'envie de raconter et de me sentir confortable dans ça. Moi, je fais ça, raconter des histoires. Je pense que je suis née pour ça. Et quand je joue, je
travaille dans les histoires des autres. Et quand j'écris, je travaille mes propres histoires. Donc, l'un dans l'autre, c'est tout le temps la même chose. L'un me repose de l'autre souvent. Parce que le travail d'écrivain, on le sait, c'est un travail de solitaire, c'est un travail de longue haleine. Puis alors que quand on travaille en équipe, c'est la grosse gang, le plateau, on en a pour 6 mois, puis à un moment donné, moi je suis aussi lente, plus capable. Je vais m'en aller chez nous, regarder mes chevreuils par la fenêtre, puis écrire, c'est tout, là, être en pyjama, puis travailler chez nous. C'est ce travail-là qui est comme. Mais le syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup de monde dans la vie. Oui, non, parce qu'on a comme l'impression, c'est très académique, je trouve, comme façon de faire. C'est-à-dire, je n'ai pas étudié là-dedans, donc je ne devrais pas être capable de. On est dans un siècle, tout le monde peut essayer tout le temps, n'importe quand. Mais si on le laissait pas, on ne le saura jamais. Moi, je préfère être dans ma tombe sans aucun regret. De dire, je voulais écrire des chansons, j'aurais pu faire telle affaire, j'ai écrit pour le cinéma, j'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit des scénarios pour la télé, j'ai écrit tel truc. Je les ai essayés. Tout ce qui peut arriver, c'est que ça ne marche pas. Quand il y a des portes qui ouvrent, on les ouvre, on fait un anneau, je vais trop peur, je ne le ferai jamais. C'est juste ça. Moi, je pense à vous, je suis la seule fille qui a écrit dans vous, mais par un accident formidable. Mais parce que Michel Côté a eu, j'ai envie de dire, la sensibilité ou l'intelligence de me dire, avoir dit oui. J'ai dit, je ne peux pas écrire sur les tavernes. D'abord, on ne connaît pas ça, j'ai même mis les pieds là-dedans. Puis, il a juste dit cette petite phrase exprès pour moi, je suis convaincue, et 35 ans plus tard, je dis merci encore, je comprends, ça a appelé pour toutes les autres pièces qui ont été démolies, que ça n'a pas marché, etc. Mais il m'a juste dit, Francine, dis oui, s'il vous plaît, toutes les autres filles de Montréal ont dit non. J'ai fait, ben, regarde, moi, essayez. Et je l'ai donné en disant, ben, si vous n'aimez pas ça, achetez-les, c'est tout. Et ça a marché. Toutes les autres filles de Montréal ont dû la regretter. Ben, des fois, quand j'ai reçu mon chèque, certaines années, je me disais, mon Dieu, il va le regretter. C'est le syndrome de l'imposteur, oui, Marcia. C'est beaucoup une question d'ego, le syndrome de l'imposteur. C'est en comparaison avec les autres auteurs. Moi, je ne veux pas me comparer avec les autres auteurs ou les autres écrivains ou écrivaines. La bonne question, c'est pas ai-je le syndrome de l'imposteur, mais est-ce que ce que j'écris, mes lectrices en veulent? Aller directement à notre public. Un salon du livre, moi, c'est ce que ça me procure. Je rencontre le public, je fais OK, je suis à la bonne place. Le syndrome de l'imposteur, c'est toujours de douter qu'on n'est peut-être pas à bonne place. Mais c'est parce qu'il faut aller vérifier avec les bonnes personnes. C'est sûr que les gens qui sont jaloux de moi vont me faire refléter que peut-être bien que je ne devrais pas écrire parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui manie bien les mots. Mais mes lectrices, moi, ne me rendent jamais cette facette-là de moi que je suis une imposteur. Alors, il faut toujours poser la question pour qui on écrit. Est-ce qu'on écrit pour notre ego? Est-ce qu'on écrit pour faire taire, les mauvaises langues? Moi, j'écris vraiment pour mes lectrices. Et si, par exemple, vous m'aviez présenté comme étant une écrivaine ou même une auteure, j'aurais été mal à l'aise. J'aurais peut-être vécu le syndrome de l'imposteur parce que je ne me considère pas comme. Il me semble que je vous ai présenté comme écrivaine. J'ai été mal à l'aise aussi. C'est toute une question de définition de notre mission ou de notre intention en écrivant. Mais il y a toutes sortes d'auteurs, il y a toutes sortes d'auteurs, et j'ai rapidement compris, je ne me compare pas à certains types d'auteurs. Moi, je fais de la chiquette, je l'assume, et ça, c'est important, d'assumer ce qu'on fait dans son genre, et je ne vois pas pourquoi je suis imposteur. Oui, je pourrais me... Mais moi, je ne vous accuse pas d'imposteur, je pense que si vous avez dit... On en a tous parlé. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est de savoir, justement, ce qu'on fait, avec qui, pour qui on le fait, et quand on le fait bien, puis ça fonctionne. Puis on quelqu'un qui fait de Mais je sens quand même, j'avoue, on sent parfois, du côté des auteurs de Chiquette, je ne suis pas toute seule, un certain regard un peu plus hautain, mais moi, ça m'appelle. Ouais, c'est vrai aussi pour les auteurs de romans historiques. C'est comme, il y a cette expression qui revient souvent et qui, moi, m'emmerde, mais bon, moi maintenant, mais c'est la littérature populaire. C'est quoi la littérature populaire? C'est la littérature que les gens lisent, finalement. Voilà. Et pourquoi pas? Il y a plein d'auteurs. Et Marcel Pagnol, c'est un auteur populaire, voilà. Plus populaire que Marcel Pagnol. Et il est à la sinon, c'est pareil, d'auteur.
Mais bon, il faut apprendre à naviguer à travers tout ça. Moi, je leur dis souvent, écoutez, j'ai l'impression d'avoir bien tourné, je suis devenu auteur, j'aurais pu mal tourner et devenir politicien. On vous préfère autant. Mais moi, mon rapport au syndrome d'imposteur il est beaucoup lié à la chance puis au succès. Moi, c'est plus à ce niveau-là que ça se travaille. C'est peut-être parce que je viens du théâtre, je viens de l'école de théâtre même, où il y a tellement d'applis, tellement peu d'élus. Moi, c'est là que ça se passe, le syndrome d'imposteur pour moi. Qu'est-ce qui fait que pour moi ça a marché et pas pour quelqu'un d'autre? Il y a tellement de monde extrêmement talentueux qui m'ont entouré, qui m'ont inspiré, puis qui n'ont pas bénéficié du même type d'exposition. Puis des fois, il s'agit un petit sentier médiatique à un moment donné. Puis, tu sais, quelque part, il faut être très, très conscient que ce n'est que ça, que ce n'est que de l'attention médiatique. C'est pas ça qui fait la qualité d'une œuvre, mais c'est ce qui fait la diffusion d'une œuvre. Puis les œuvres survivent souvent grâce à leur diffusion, pas grâce à leur qualité. Puis moi, il y a quelque chose que je trouve un peu tragique là-dedans, parce que je sais qu'il y a plein d'œuvres majeures qu'on connaît pas, qu'on connaît très très peu, dont les auteurs sont pas capables de gagner leur vie avec ça. C'est dans ces moments-là que je me sens un peu... Je me dis, là, faut que tu t'en rajoutes encore une autre affaire, puis là, ça va marcher, puis ça va prendre la place de quelqu'un d'autre pour qui ça pourrait marcher aussi. Moi, c'est à ce niveau-là que ça se passe, parce que je me sens pas... comme moi, j'ai pas l'impression de venir d'un autre métier. Je viens de ce métier-là. J'ai étudié en écriture dramatique. Je suis sortie de l'école de théâtre à 22 ans avec un diplôme en écriture dramatique, puis je me suis mise à écrire des pièces. Donc, c'est comme une gêne de réussir dans ton... c'est comme c'est un métier de tellement d'appelés, tellement peu d'élus, puis j'ai beaucoup d'amis comédiens, d'amis comédiennes, pour qui c'est si dur, puis pour qui le passage vers la quarantaine est si dur. Puis on est toute une cohorte d'amis, de gens, d'artistes, puis il y en a pour qui ça explose, il y en a pour qui ça explose pas, puis c'est souvent à talent égal. Donc, bien sûr, il y a du travail aussi, puis de la détermination, tout ça, puis on peut comme assumer ça, qu'on a travaillé, puis qu'on est fier de notre travail, mais il y a tellement aléatoire, tellement une part d'aléatoire, puis c'est dans ce temps-là que je me dis, est-ce que j'ai pris la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un qui me mérite plus devrait être là à ma place? Le fait d'avoir un premier métier, est-ce que ça vous rend plus vulnérable? Le fait que vous soyez connue, justement, comme comédienne, comme réalisatrice, comme journaliste, comme actrice, comme étant la groupie d'honneur de ce festival. Bon, quand même. Alors, est-ce que ça vous rend plus vulnérable ou moins vulnérable aux critiques? Et est-ce que vous pensez que vous êtes plus résilient à ça? Est-ce qu'on a plus parlé de vous parce que... Est-ce que vous pensez qu'on vous critique plus parce que vous êtes connu moins? Est-ce qu'on en parle plus ou est-ce qu'on en parle moins? C'est pas le moment. Est-ce que vous comprenez ma question? Des attentes aussi, ouais. Ben, il y a une part de ça, mais comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est une arme à deux tranchants. Je pense à une femme comme Arlette Cousture qui a écrit des histoires fabuleuses, mais qui a été tellement ostracisée par la critique, par les autres auteurs. C'était une auteure populaire, elle est traduite dans je ne sais pas comment de langue, là, on s'entend dessus. Mais c'est formidable de voir comme les auteurs, les littéraires, soit on les appelle comme ça, eux sont sur les listes des prix du gouverneur général et de tous les prix. Alors que les auteurs populaires, on n'est jamais là nous, comme si, on gagne notre vie plus, ou alors ça fonctionne, on n'a pas besoin de ça. C'est comme deux classes. Ça, je trouve ça dommage, parce que ça sépare le milieu. Donc, il y a de ça aussi qui est comme... C'est quoi littéraire? Est-ce que vous êtes pas littéraire? Il semblerait que non, je ne suis pas populaire. Ah bon? Je suis populaire, mais je regarde mon plutôt être populaire. Moi, j'ai un travail avec les lecteurs, j'écris des histoires pointe à la ligne, et j'ai jamais commencé à écrire une ligne en me disant, moi, je vais gagner le concours un jour. Je regarde, ça ne fait pas partie de mon ambition. Moi, j'ai envie de voir un lecteur qui repart avec mon livre, qui vient me voir les yeux pleins d'eau en me disant, ou alors j'ai ri comme une folle, ou alors j'ai tellement été émue à tel moment. Moi, c'est tout ce qui compte. Alors,
qu'il y ait des critiques, qu'il n'y en ait pas, que je sois sur des listes de prix ou pas, quelque part, j'ai envie de dire, ben non, j'ai étudié au conservatoire dramatique pour être une bonne actrice qui est capable de travailler un personnage et lui donner, que ce soit à la télé, au théâtre, et la même chose avec l'écriture. C'est tout, quelque part. Mais ça existe et c'est là, et on en est conscient tout le monde. On en parle plus parce qu'on On n'écrit pas. Ouais, et dans tout le débat sur le prix unique du livre, ça, je crois que je suis d'accord à 75%. Là n'est pas le point de mon intervention. Dans tout ce débat-là, le mépris qu'il y avait pour les livres qui sont vendus dans les grandes surfaces, Costco, Walmart, on sait bien que ce qui se vend là, c'est pas important, c'est de la littérature populaire, et blablabla. Les gens qui les achètent, vous savez, un livre, c'est 30 $. Dans plusieurs salons du livre, les gens même me disaient, des dédicaceurs livres, signaient, je vais l'acheter chez Walmart à 20 $. Je ne dis pas à cette personne-là, tant mieux, madame. L'important, c'est que vous l'achetiez et que vous le lisiez, le livre, peu importe où il est vendu. Et tout ce débat-là, je comprends le fond du débat, et moi non plus, je crois que la librairie du Soleil, où je vais régulièrement, disparaisse, même si elle va probablement disparaître. J'aimerais ça que toutes les librairies sur le pays, sauf qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le bon... seulement les librairies font la promotion des bons livres, et puis les autres, ils sont chez Walmart. Ça, et c'est agaçant. Vous avez juste un petit coup de push-push de glace. Juste pour ajouter. Oui, allez-y. Bon, ça déborde un peu de notre thème, mais moi, je trouve qu'on rejoint dans les Walmart, dans les Loblaws, des gens qui n'iraient pas nécessairement. C'est-à-dire qu'ils passent, ces gens-là n'iront pas dans la petite librairie de quartier, c'est pas vrai. Ils passent dans l'allée, ah tiens, un livre, ah, la couverture est belle. Moi, on m'a dit ça souvent, la couverture était belle, je l'ai acheté, je lisais pas beaucoup, puis là, j'ai lu vos 4 romans. Mais c'est extraordinaire. Des gens qui ne lisaient pas ont vu ça. Je pense que donc, il faut vraiment se poser la question avant, parce que bon, si ça a lieu, on ne sait pas si ces grandes surfaces-là garderaient les livres en magasin. Alors, on touche une clientèle qu'on ne toucherait pas ailleurs, je trouve. Donc, juste faire un petit mini contrepoids à ça, c'est sûr que moi, je suis proche des petites maisons d'édition. C'est la Pastèque qui a publié, qui n'est pas si petite que ça, mais qui a publié Jane Lorena et moi, puis Atelier 10 qui a publié Les Tranchées. Puis ces petites maisons d'édition-là qui sont souvent portées à bout de bras par comme 3 employés, qui sont tellement engagés pour faire vivre ces livres-là, ben, c'est ça, des fois sous les pressions des grands distributeurs de livres, puis bon, je suis d'accord avec tous ces arguments-là, ça me travaille aussi, parce que je trouve que l'accès aux livres est tellement important, à tous les livres est tellement important, puis en même temps, si ces règles-là du marché tuent quelque part l'artisanat du livre, il y a quelque chose de tellement triste là-dedans qu'il faudrait tellement combattre. Comment réussir à faire ça en ne coupant pas l'accès aux livres à ceux qui n'iraient pas en librairie, puis en même temps en permettant aux librairies de vivre, ou en tout cas en intégrant le travail qui est à plus petite échelle, mais qui est tout aussi important, là, je trouve, dans le portrait culturel. Oui. Et il n'y aurait pas de poésie qui serait publiée à nulle part, ce n'est pas ces artisans-là. Et c'est là où le débat est, comme je dis, je suis d'accord. Très complexe. C'est ça, c'est très complexe. Vous avez fait plusieurs, bon, Fanny est toujours, excuse. Non, mais tu fais, c'est vrai, tu fais de Jeanne, Laurent et moi, qui est quand même différent de traduction, tu disais tantôt. Est-ce que pour vous, écrire, c'est le plus beau métier du monde? Quand vous vous trouvez comme journaliste à devoir vous présenter devant une caméra, à jouer dans un film, ou à être. Est-ce que écrire, c'est plus tranquille, on peut être bien en vous, se lever à l'heure qu'on veut? Et aussi, j'aimerais savoir si vous avez des rituels, si vous avez des rituels d'écriture. Moi, je ne dirais pas que écrire, c'est le plus beau métier du monde. Je vous dirais que vivre, c'est le plus beau métier du monde. Ça va bien avec les Puis, moi, ça tombe bien parce que j'écris sur ce que je vis. Donc, c'est pas quelque chose pour moi qui est un métier, le fait d'écrire. J'ai de la misère à répondre à la question. Est-ce que c'est agréable d'écrire? Est-ce que c'est plus agréable dans toutes les activités? Non seulement c'est agréable, mais c'est nécessaire, c'est un plaisir. J'ai pas vraiment de mérite, mais je me considère pas comme une écrivaine.
Si j'étais une écrivaine, j'avais des personnages à développer, des intrigues, je ne parlerais pas nécessairement comme ça. Et pour moi, écrire, c'est comme aller manger avec une amie puis lui raconter ce qui vient de se passer dans mes journées ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas de préoccupation en lien avec Entre est-ce jouer que je vais réussir ou pas. Puis peut-être que je n'avais pas encore rencontré mes lectrices, donc je me demandais comment ça allait être accueilli. C'est pas écrire qui me procure tant de joie, c'est savoir que je vais être lue. C'est vraiment ça, moi, mon moteur. Avec Fanny, Je vais pas traduire ou écrire. Oui, je continue de creuser mon sillon je vais être comme une autre torturée de ce panel. Mais non, moi je trouve ça difficile à écrire. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. En même temps, je dis ça, puis à chaque fois que je le dis, je me sens mal parce que je pense aux gens qui ont des vrais jobs difficiles. Je me dis, oui, c'est pas si difficile que ça, dans le sens que c'est quand même une occupation privilégiée. J'en suis très consciente. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas agréable. C'est jamais, rarement. C'est rarement agréable. L'état d'écriture littéraire, mettons, parce que moi, j'écris beaucoup pour la télé aussi, puis ça, pour moi, ça, c'est vraiment un métier. Il n'y a pas de se lever à l'heure où on veut pantoute, là. On se lève, puis on a beaucoup de pages à produire dans un laps de temps très court, puis on est assujetti aux commentaires, les producteurs, les diffuseurs, les réalisateurs. C'est vraiment pas un métier de création, en tout cas, pas comme je l'ai vécu. Mais quand je suis dans une phase, là, présentement, dans une phase où je travaille sur un prochain projet pour la pastèque, le mode de vie est agréable. Le rituel d'écriture, de prendre le temps de s'asseoir, d'établir un rythme qu'on veut avec cette œuvre-là, mais c'est de l'angoisse perpétuelle de ne pas arriver à dire ce qu'on veut dire, le fossé qu'il y a pour moi entre ce que j'ai, l'ambition pour l'histoire que j'ai dans ma tête, puis ce qui sort, c'est souvent très décevant. On imagine les affaires des fois dans ma tête, comment ça va, la musique de ça, j'écris beaucoup en pensant à la sonorité de la patente, puis là on arrive sur la page, puis je trouve ça convenu, je trouve pas ça intéressant, je trouve que je me répète, je trouve que là je bloque. C'est ça. Puis là, je suis pas du monde avec mon chum. C'est pas des phases faciles, les moments que j'écris quand je finis quelque chose, quand je l'envoie à l'éditeur, c'est un moment extraordinaire. Même si je suis pas sûre de leur réaction, je suis comme libérée pendant un temps, puis là, j'ai une humeur. Je pense que c'est le plus beau métier du monde quand ça marche. Oui, c'est ça. Quand les autres écrivains, oui, quand moi, je suis contente et que j'ai travaillé très longtemps et que ça fait, je ne sais pas combien de journées que je tapote sur quelque chose pour rendre exactement ce que je voulais et que ça marche. Moi, je suis toute seule dans mon bureau. Mais il y a toutes les autres journées où on tourne autour du pot, on ne pas ça. Des journées faites. Il y a Robertson qui disait il faut faire attention parce que ça a l'air d'une image tellement romantique, le métier d'auteur. Il se promène, il rêve, il pense à une idée, il prend un petit carnet, il note. Si on va chez lui, sa femme fait couler son bain, fait son soin, etc. Et puis là, il s'installe, il écrit. Et c'est loin d'être ça. On n'a plus de vie privée, les gens autour de nous. Moi, j'ai vécu 32 ans tout seul, pas pour rien. Parce qu'on n'est pas là. Parce que quand on est parti dans une histoire, dans un roman, on va se rendre à 450 pages, on n'est pas là les trois quarts du temps. On est dans notre tête, on est avec nos personnages. Et tu sais, c'est pas comme puncher, c'est fini, hop, j'ai tout oublié, j'efface. On fait des, tu sais, comme un ordinateur, le petit piton qui efface tout, puis on est ouvert, etc. C'est tout le temps dans le processus. Il y a des projets bénis, une fois de temps en temps, le projet béni qui s'écrit facilement, qui coule tout seul, qui est agréable, ça arrive. Ça arrive. Ici, par exemple. Non, Jane, c'est non difficile à écrire. Mais les tranchées, c'est plus ça. Ça s'est fait assez rapidement, avec beaucoup de plaisir. Il y avait des conversations, il y avait des liens avec d'autres femmes aussi, ça m'a beaucoup. Mais c'est rare. C'est pas la norme. Il faut vouloir écrire. Hein? Moi, j'ai à mes étudiants, si vous êtes pas capable de vous passer de souper, mais changer de métier. Il faut vouloir aller s'asseoir, avoir un rituel. Moi, je me lève très tôt le matin, le téléphone se trouve avant 9h, c'est formidable. Fait qu'à 5h30, je suis avec mon café, mes minous me suivent, je suis à la table et j'écris jusqu'à 1h de l'après-midi, mais régulièrement. C'est ça l'écriture. Tu ne peux pas écrire une fois de temps en temps. Tu relises tout ce que tu as fait, tu replonges dans ton histoire. Puis il faut avoir le souffle. C'est pas juste écrire un petit peu pour le fun, c'est 450 pages. Il y a
un plan d'abord que tu dois suivre, puis tout à coup ça ne marche plus, tes personnages s'échappent, tu ne les trouves plus, tu n'y arrives pas. Donc, c'est un travail quotidien, un travail de longue haleine. Il faut avoir envie de dire, bon, à chaque fois, moi, je fais 2 questions. Vas-tu m'embarquer encore? Une année, pas de salaire. On s'entend, on n'a pas de salaire pendant qu'on écrit. On n'aura pas, on a presque une année après l'apparition du livre. Et si ça marche, alors donc on ne le sait pas, est-ce que ça vaut la peine que je mette tant des... Et moi, j'ajoute, après chaque salon, je fais pareil, quand je vois la pile de romans qui sort chaque année, est-ce que ça vaut la peine que j'en mette, est-ce que cette histoire vaut la peine que je mette un roman de plus sur ma pile? Parce qu'il y en a, on ne peut pas tout lire, et il y en a. Donc bon, on ne travaille pas en usine, il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus difficiles que les nôtres. On n'est pas minier non plus, mais on fait le même travail. Il faut aller déterrer, creuser, trouver, assembler. Et quand ça marche, c'est beaucoup quand ça marche. Et quand un lecteur vient et me dit j'ai tellement pleuré à tel moment où je fais juste yes! Madame, mais oui, mais c'est ça. On va travailler, qu'elle soit émue. Oui, on c'est pareil. Moi, ça m'appelle. Des fois, les gens me disaient maman, t'as dit que m'avais fait pleurer à la télé hier. Je disais yes! Madame me disait mais voyons, madame, vous avez écouté, il y a quelqu'un qui s'est fendu pour l'écrire. Il y a un réalisateur qui a dit je vais travailler comme ça. Il y a des acteurs qui ont travaillé leur rôle. On a juste, tout le monde a tout fait ça pour que vous, dans votre salon, vous soyez émus. C'est ça le but. Alors, on est content, ça a marché. C'est juste pour ça. On a tout fait pour vous faire pleurer, madame. Ben oui. On est content. Vous allez voir. J'aimerais ça, vous Moi, entendre. une fois que j'ai démêlé les accents graves et les circonflexes, C'est vrai, vous avez pas écrit, vous et que j'ai trouvé, selon Francine Parle, difficile, c'est le souffle. Ma première version de ma vie faisait 42 pages. Et que j'ai appris aussi à écrire comme entre guillemets, un écrivain, un auteur, plutôt qu'un journaliste. Parce que ma deuxième version, qui faisait 150 pages, j'ai fait lire à ma sœur. Elle m'a dit écoute, il n'y a pas d'émotion, c'est froid comme un topo de nouvelles à la télé. Tes personnages, ils sont corrects, mais ils ne ressentent rien jamais, tu sais. Mais il y a de la vie là-dedans. Et mon frère qui lit beaucoup m'a dit mais du sexe là-dedans. Alors, ça a été pour moi un apprentissage assez difficile. L'autre truc, au début, que je trouvais très difficile, dans le journal de nouvelles, tu sais, dans la vie, on travaille dans le bruit. Et moi, je travaille bien quand autour de moi, c'est le vacarme. Quand c'est tranquille, quand je m'installe seul le matin, que je mets du Bach ou du Beethoven, puis là, j'écris, au bout de 5 minutes, je suis parti faire autre chose. Parti endormi, parti promis. Et quand mon fils de 14 ans revient de l'école à 3 heures, et que là, c'est le bordel, 90% du temps, je m'installe pour que j'écris. Pendant qu'il fait on voit la télé ouverte, ouvre le frigo avec tout le vacarme qu'un enfant peut faire, un ado peut faire. Et tranquillement, j'arrive à écrire, quand je suis seul à la maison, dans le silence relatif, mais j'aime bien, il faut ouvrir les fenêtres, entendre la rue. Il faut sinon, j'étouffe. Aller dans un café. Moi, j'aime bien aller dans un café. Dans les cafés, c'est ça. Seul avec mon ordinateur, pas de bruit autour. Mais moi, c'est la solitude que j'ai trouvée extrêmement difficile dans ce métier-là, que je trouve encore honnêtement très difficile. Ici, il n'y avait pas les médias sociaux. Je ne suis pas convaincue que j'aurais continué à faire. Non, je fais le syndrome de la tomate. Alors, la tomate, c'est 25 minutes, on se concentre juste sur notre texte. Après ça, on fait une tomate avec ça. Et là, 2-3 minutes, on va sur Facebook. On revient, on fait un autre 25 minutes. Le tomate? Mais non, mais moi, tu veux pas la faire avec le tomate? C'est des Italiens qui ont créé ça, le Pomodoro. C'est parce qu'en Italie, les timers de cuisine sont en forme de tomate. C'est pour garder ta concentration. Il y a des applications, on peut installer ça sur l'ordinateur. C'est ça. Puis, semble-t-il que notre concentration pendant 25 minutes, elle est à son meilleur. Alors, j'essaie de faire ça. Moi, ça ne peut pas lancer le tomate. Mais juste le matin, salut, comment ça va? On n'a pas ça, là. Il n'y a pas hey, tel mot, donc, ça veut dire ça. Bon, on va le chercher sur Internet, mais c'est toujours nous avec nous. Et ça, c'est un apprentissage à tous les jours. Pour moi, ça ne suffit pas d'écrire. Il faut que je fasse du marketing.
à travers ça. Donc, quand on organise un lancement comme cette semaine, par exemple, je suis très heureuse. Après ça, je suis angoissée parce que j'ai passé 2 jours sans écrire, que là, je m'en veux, puis que là, je sais que je suis au salon de la BTB, que je vais encore passer quelques jours sans écrire et que je retarde dans mon deadline. Mais bon, en même temps, ça fait partie de la vie. Il faut se trouver des activités parce que ça nous nourrit aussi. Quand j'écris beaucoup, par exemple, en janvier, c'était très tranquille, il fait froid, je ne sors pas beaucoup. À un moment donné, je manque d'inspiration. Parce que je ne vois pas assez de gens, je ne marche pas assez dans la rue pour regarder autour de moi, je ne soupe pas assez avec mes amis pour les écouter, pour prendre des idées. Juste un petit élément déclencheur qui va faire en sorte, oups, ça m'amène une piste pour une intrigue. Je le sens, ça, quand on est isolé. Ne serait-ce que pour te sortir de ton sujet, aérer ton cerveau, voilà. Et ensuite revenir à tête reposée. Voilà. Moi, contrairement à Francine, j'ai besoin d'aérer beaucoup. Je ne suis pas capable de m'installer le matin et dire j'écris jusqu'à 1 heure. Mais tout le monde Moi, j'ai des amis qui écrivent de nuit, il y a des gens qui écrivent avec du scotch, d'autres avec des verres de lait. Tu sais, c'est chacun a sa façon d'y arriver. Ce qui est formidable, c'est de trouver la nôtre, que ça soit. Ne pas chacun a trouvé non. Ne jamais s'imposer. Moi, je ne m'impose jamais d'écrire. Je n'ai pas écrit, je viens de finir un 4e. Avec tout le processus de révision et blablabla, et j'ai l'idée d'un 5e, et à chaque jour, je me dis, OK, là, je commence. Et ça fait 3 ans. 3 ans. Mais il y a quelqu'un qui prend le téléphone et qui dit, il me semble que j'ai rien reçu de vous, là. Ça fait 2 semaines, 3 jours. Ah non, On n'a pas s'imposer d'écrire, mais c'est super important d'avoir des dates d'échéance. Moi, j'ai écrit dans les 5 tomes, j'ai 70 chroniques par tome, ce qui fait, je suis pas bonne en maths, 350, quand on parle de plus de 1000 pages de chroniques, de récits. Je suis obligée d'avoir une date. Oui, là, je vais en remettre pour le 1er juin, je vais en remettre. Mais je suis toujours en mode écriture. Je suis disposée à recevoir les mots que j'aurai à mettre sur papier. Puis, je suis obligée d'avoir quelqu'un qui me dise, donc mon éditrice, qui me dit, telle date, j'ai besoin de recevoir tant de textes. Sinon, je ne les écrirai pas. Je les vivrai, mais je les canaliserai pas. Ça c'est très important pour moi, parce que je n'aurais pas écrit 5 tomes si n'eût été de cela. Moi, je compte mes mots, carrément. Je sais combien de mots il me reste à écrire. Ouais. Je sais qu'il me reste jusqu'au 9 juin. Et j'ai tant de mots à écrire. Puis si je divise en aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est indicable. Moi aussi, j'ai essayé ça et j'ai arrêté. Mais je pense que c'est pas. 1000 mots par jour, tu sais, à un moment donné, il y a 276. On va mettre des mots demain, puis on va voir que ça va. Mais du fait d'avoir écrit pour la télé, on a tellement des deadlines ici et on est obligé d'écrire souvent et régulièrement. On dit j'écris pour la télé. Puis, c'est pas. Tu peux pas arriver en disant, mais excusez, c'est pas prêt. Il y a une équipe qui t'attend, puis ils vont tous travailler sur des décors, des costumes, avec des personnages. Donc, il y a toute cette équipe-là qui attend. On n'a pas le choix. Alors, la régularité est nécessaire. Ou alors, on travaille tout d'un coup, on fait tout en même temps, puis on prend des vacances après, mais on n'a pas le choix. Il y a une régularité. Du fait de travailler à la télé, moi, ma formation vient de la télé, alors. Oui, ça installe une espèce d'obligation de rendement. Puis en même temps, c'est un peu contradictoire avec le travail de création. Le rendement et la création, ça ne va pas ensemble nécessairement, mais moi, en tout cas, certaines disciplines, c'est assez salutaire. Il y a aussi l'aspect financier dont Francine a parlé. On ne peut pas en vivre. Moi, je ne peux pas vivre de mes écrits. C'est pas vrai, non. Je fais 2 $ du livre. C'est pas des gens qui savent, Tu sais, je fais à peu près, là, j'en ai vendu beaucoup de livres. J'en ai vendu au-delà de 70 000. Alors, mais bon, si on calcule sur 6 ans, 70 000, ça fait 140 000 $ sur 6 ans. Divisé, c'est quoi? C'est un revenu de 18 000 ou de 23 000 $ par année. Parce que je pense que moi, je ne peux pas vivre avec 12 000 $ par année. J'ai des enfants, on est une famille recomposée. Les gens ne savent pas ça. Donc, moi, je suis obligée de donner des conférences, je suis obligée de. Quand je suis obligée, j'aime beaucoup ça, mais je ne pourrais absolument pas vivre de ma plume. Puis il y a des gens qui écrivent magnifiquement, je suis à plat ventre devant eux, j'aimerais être millionnaire pour les financer. Ma sœur en est une de ces écrivains.
pour qui c'est le métier et qui aimeraient faire ça à temps plein, mais qui ne peuvent pas, ou si elles le choisissent de le faire, puis là, vous allez penser que j'arrête pas de plugger ma soeur, mais c'est parce que... Ben oui, on devrait la Oui, ma soeur, non, ma soeur, elle a 2 enfants, elle a 48 ans, et elle vit avec un revenu de 16 000 par année. Puis moi, quand j'ai des gros contrats, ben, je la finance, je lui donne une paye, mon père l'aide aussi, mais c'est ça la réalité des gens dont c'est le métier et qui ne peuvent vivre sans ça. Et ça, les gens, je trouve ça important que vous le sachiez, les lecteurs, lectrices dans la salle. Est-ce qu'on peut, juste pour rajouter, est-ce que souvent il y a des lecteurs qui viennent et qui veulent nous payer qu'est-ce que le prix qui est écrit en arrière de livre? J'aimerais ça, on aimerait tellement ça, si vous savez. Et si on regarde, si on faisait le gâteau, la pizza de l'écriture d'un roman, la plus petite pointe, la plus petite part, c'est l'auteur qui l'a. C'est pas... c'est l'auteur qui a la plus petite part. C'est souvent 10-12% de tout ce qui est donné pour un livre. Donc, moi, je n'oublierai jamais, quand j'ai écrit jeunesse, au début, j'avais été dans des écoles et les enfants, parce que tous les enfants posaient les mêmes questions à chaque fois. 1, ça t'a-tu pris bien du temps de l'écrire? 2, as-tu été obligé de recommencer souvent? Et la 3e fameuse question était, combien ça rapporte? Fait que je disais, OK, on est en classe de français, mais il doit y avoir des forts en mathématiques. Et à l'époque, le coût d'échelle, c'était 7,99 $, mettons. Alors, je disais, trouvez-moi 10% de 7,99 $. Ben, c'est là que j'ai eu les plus grands silences dans les classes. Ils regardaient toute la maîtresse, genre, oh, je me-tu le point en bonne place? Oui, exactement. Là, il y a quelqu'un qui disait, hein, tu gagnes 79 cents? Je disais, oui. Tu gagnes 79 cents? Oui. Ça t'a pris 6 mois à l'écrire? Oui. Mais il y avait tout le temps, heureusement, une petite voix qui disait, ah, puis tu le fais pareil. Mais oui, voilà. C'est ça que les lecteurs savent pas souvent, qu'il y a ce côté-là, à côté de la partie formidable d'être auteur. C'est peut-être pour ça que finalement, vous faites tous plusieurs métiers. Voilà. Comédienne, auteur, quelqu'un qui... Il n'y a plus personne aujourd'hui qui fait que... il y en a. Mais combien il y en a-t-il? Oui, j'ai entendu ça. Si on fait abstraction des trucs là, à la José Vito, ce genre de trucs-là qui se vendent beaucoup, mais des auteurs de littérature. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent leur vie. Il y en a 20. Michel Tremblay, je crois. Oui, Marie Laberge. Mais Marie. Oui, mais elle ne fait pas un peu de théâtre aussi, quand même, non? Hein? Pardon? Elle n'écrit pas, elle enseigne Non, elle n'enseigne pas. Elle écrit pas de théâtre depuis longtemps. Ouais, Diane Desjardins, je pense que c'est Diane. Il y en a quelques-uns, mais c'est sûr que presque tous sont assez diversifiés. Michel Tremblay, ça fait longtemps aussi. Mais lui, on ne peut pas s'en passer. Moi, je ne pense pas qu'on peut en nommer 20 au Québec. Peut-être que 20, c'est des Oui, je pense que oui, sincèrement. Mais bon, il y a une autre question que je pose souvent aux auteurs, puis j'ai toujours eu tellement de réponses différentes que c'est une question qui m'allume. C'est que ça vous arrive que dans un livre que vous écriviez, un personnage décide que ça se passe pas comme ça, que ça se passe autrement. Je ne sais pas si vous comprenez ma question, si qu'un personnage veut plus prendre plus de place, ou vous essayez de le tasser, mais qui revient, qui vous hante, ou je ne sais pas si c'est... Oui, mais moi je... Parce qu'il y a eu tellement de réponses différentes, il y en a qui disent mais vraiment pas, puis il y en a qui disent oui. Oui, bien ça arrive qu'une histoire prenne tournure qui n'était pas prévue au départ. Ça arrive qu'un personnage se développe pas de la façon qu'on l'avait imaginé. Mais moi, je ne le vois pas d'une manière tellement ésotérique. Je pense que c'est plus le travail d'écrivain qui... c'est comme une espèce d'ouverture aux possibilités de l'histoire. Puis à un moment donné, ça s'en va un petit peu plus vers quelque chose de lumineux, alors que vous pensez qu'on s'en allait vers quelque chose de plutôt sombre, par exemple. Mais je ne vois pas vraiment pour moi, le personnage n'est pas à l'extérieur de moi, c'est prendre des décisions, puis je ne suis que le script de mon personnage. Là, je me dis, c'est quand même moi qui est là. Ou un personnage qui arrive plus tard dans le roman, et qu'à un moment donné, tu te dis, maudit, je l'aime, là, tu te dis, peut-être que je devrais l'amener plutôt dans le roman, et ce qui t'oblige à réécrire des grandes parties.
Ou c'est ça, comme moi, avec Maggie pendant 3 romans, tu sais, des fois, je trouvais qu'elle prenait beaucoup trop de place. As-tu Maggie des scènes de sexe? Oui. Et souvent, je me disais, merde, elle prend beaucoup trop de place, puis au détriment des autres, elle est beaucoup trop forte par rapport à l'époque. Je devrais peut-être, tu sais, je me basais sur 2 ou 3 personnes dans ma tête, une grand-mère, une tante, et puis bon, qui avait fait plein de choses. Je me disais, bon, peut-être qu'elle est trop loin, peut-être qu'elle est trop forte, peut-être que je devrais recommencer. Et puis finalement, j'ai regardé tel quel. À la fin du 3e roman, j'étais content. Je me dis, tu t'en prends pas le 4e? Je dis, écoute, Maggie, là, c'est une blonde que depuis trop longtemps. Elle m'a traité de mal chose. Je pense qu'on décide, honnêtement. Mais on s'ajuste parce qu'on prend du plaisir avec nos personnages. Au fur et à mesure qu'on écrit, on découvre nous aussi, qu'on lui donne des caractéristiques, qu'on peut décider de l'amener plus loin en écrivant, sans nécessairement que ce soit lui qui décide. C'est un processus créatif, je pense. Ça dépend si on a une ouverture qu'on laisse une place. Moi, je dis à mes étudiants au premier cours, parce qu'ils sortiraient plus de la porte, tellement il y aurait la tête enflée, mais je leur apprends après quelques cours que l'auteur est Dieu. On a le droit de mémoire sur nos personnages, on leur donne l'importance qu'ils ont à avoir, mais ce qui arrive en cours de route, c'est ça, où on tombe amoureux d'un personnage, ou alors on a vu un personnage qui venait juste ajouter à l'action quelque chose d'incommun, et tout à coup, il est tellement plus riche qu'on pensait. C'est là que c'est le personnage qui dit, regarde, je pense que je suis pas pire, regarde-moi comme vous, mais c'est nous qui l'avons créé au départ aussi. Ça reste que ça vient de nous tout le temps, de laisser de la place ou pas. Puis plus nos personnages, je pense, sont bien construits, c'est eux qui nous guident vers des choses parce qu'on les a établis d'une telle façon qu'ils vont surtout qu'on écrit, ils réagissent parce on les a formés comme ça. Donc ils nous donnent des réactions, et tout à coup on fait, oui, regarde ça, mon personnage m'amène là, parce que c'est moi qui l'ai créé, puis que je lui ai donné des possibilités de m'amener là aussi. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que je pourrais comparer les personnages à des sujets. Moi, c'est des sujets qui m'arrivent comme ça, mais sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Je décide jamais. Mettons que je suis en train de vivre une situation, je me disais, ça, là, c'est sûr qu'il faut que je raconte ça à mes lectrices. C'est jamais ça qui m'est insufflé. C'est souvent d'autres sujets que j'avais peut-être laissé de fond, puis ils me sont imposés. Je suis comme obligée d'écrire là-dessus. Puis en termes de personnages, il m'est arrivé quelque chose, peu de temps que la semaine passée. Ça faisait 5-6 nuits que je rêvais à ma tante Marie, qui est décédée il y a 6 ans, que j'aimais beaucoup. Je rêvais. Puis le matin, j'écris toujours comme mon journal personnel. Et là, ça m'a, comme ma tante Marie m'a comme dit, et là c'est pas ésotérique tout, c'est comme, j'ai eu le flash de qu'est-ce que ta tante Marie, qui, mettons, te regarde d'aller depuis 6 ans, depuis qu'elle est morte, qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire si elle était vivante? Là, j'ai lâché mon cahier manuscrit, j'ai pris mon ordi, puis ça a fait vraiment, je pense, je sais pas, je ne peux pas juger, mais une chronique très touchante d'une femme qui regarde une jeune femme. Qui regarde une femme de sa vie. Mais je ne savais pas, moi, que ma tante Marie viendrait me visiter pour me dire, regarde, écris, puis dis ça aux femmes. Dis ça aux femmes actives que ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, elle dit, moi, là, elle dit, je vous regarde aller, vous courez comme des poules pas de tête, vous tourbillonnez et tout ça. Moi, où je suis, il n'y en a plus de temps. Elle dit, j'ai plus faim, je peux plus faire l'amour. Elle dit, c'est plat dans 50 matins. Dans le sens où j'ai juste ce message-là d'une femme qui aimerait ça avoir encore faim, qui aimerait ça avoir encore soif, qui aimerait ça avoir encore de libido. Bien, tu lis ça, puis tu as peut-être le goût de dire, regarde, moi, il me reste encore, j'en ai du temps. Comment je l'utilise? C'est un peu, c'était la première fois que ça m'arrivait. Il y a beaucoup de personnages qui disent qu'on leur demande souvent aux auteurs où est-ce que vous trouvez vos idées. Bien, il y a certains auteurs qui répondent c'est des idées qu'ils trouvent. Et c'est des personnages, c'est pareil. Pourquoi tout à coup on va vers quel type de personnage? On a besoin de nos personnages, de les amener en action. Ils nous servent dans notre histoire. Mais des fois, ils nous arrivent parce qu'on est ce qu'on est et on sait qu'on peut peut-être qu'inconsciemment, on va être capable de les amener quelque part, de faire le cheminer ensemble, l'auteur et le personnage.
Je pense qu'on fait signe que c'est fini, malheureusement. On va se revoir pour la plupart d'entre vous, Fanny, dans 15 minutes. On change juste de fauteuil, c'est tout. Francis, demain, je crois. Aussi demain, oui, lors d'une table ronde aussi, juste Marcia, malheureusement, on se reprendra. Un match d'impro tantôt. Pardon? À 19h15. Ah oui. Francis va jouer. Non, je sais. Merci.